Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir une autrice qui nous parle de rituels que chacun pourra reproduire chez soi. Dans son livre Adieu et merci, ritualiser les transitions de vie, paru aux éditions Le Souffle d'Or, Caroline von Bibikoff nous donne les moyens pour ritualiser toutes sortes de situations. Que cela soit un changement de maison, le passage de l'adolescence à l'âge adulte, ou même les enfants qui quittent le nid familial, vous trouverez forcément un sujet qui vous intéressera. Nous ne parlerons pas de tous les rituels ici parce qu'on n'a pas de temps, hein. On va pas, sinon ça durerait 2 heures. Mais on va essayer de montrer les bases de ce livre. Alors Caroline, comment vas-tu? Merci Clément, merci pour ton accueil. Et je vais bien, j'aime parler de ce sujet, donc ça me met toujours en joie. Bah, c'est merveilleux. On est là pour ça, donc on va en profiter. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ton quotidien, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Mon quotidien, il est multiple. Je dirais le travail d'écriture est juste une petite partie et qui vise à transmettre, je dirais, plus largement, ou en tout cas de prendre le temps de me poser de mes différents métiers qui sont plus dans le vivant, sur le terrain. Donc au quotidien, j'accompagne des couples principalement sur la relation, la communication dans le couple et ce grand mystère de malgré qu'on s'aime, des fois la relation est tendue et où on retombe dans les mêmes schémas. Et donc voilà, ça je dirais c'est une grande partie. Et donc je suis facilitatrice, thérapeute, imago entre autres. Et j'accompagne les gens comme ça. Il y a une autre partie de mon travail où je suis plutôt du côté de l'entreprise à former des managers sur les questions de communication aussi, d'écoute active, d'écoute profonde et de voir comment là, dans le milieu du travail, on doit travailler ensemble, on ne s'est pas choisi et comment on fait pour garder des relations en santé. Et puis, il y a une partie de mon travail qui m'emmène dans ce que j'aime appeler mon plus beau bureau. C'est le désert du Sahara au Maroc. Et 2 fois par an, j'emmène des gens marcher dans le désert. Et c'est un chemin d'écoute intérieure, de quête de soi, de quête de sens et de réémerveillement. Et j'aimais cette phrase qui disait, j'ai entendu ça dernièrement, qui disait, le monde va pas mourir du manque de merveille, mais du manque d'émerveillement. Et donc, c'est très, très important de rester avec ce cœur qui reste ouvert, ces yeux qui continuent à s'émerveiller de la beauté tout autour de nous, alors qu'on est dans un contexte vraiment difficile aussi et qui peut-être nous éloigne de ça. Et puis, j'anime des cercles de femmes autour du mystère du féminin cyclique pour aider les femmes à mieux se connaître à travers les mouvements de leur corps et puis du coup à mieux s'expliquer aux hommes qui les accompagnent dans leur vie, à leurs enfants. Et voilà, ça fait de nombreuses, de nombreuses ramifications pour un seul être, mais finalement, il y a une cohérence. Ouais, je vois beaucoup de casquettes sur la tête, tu fais énormément de choses. J'aimerais, avant de parler du livre, que tu nous parles un peu plus du désert du Sahara, parce qu'il me semble que tu y as été il y a pas très longtemps, ou au moment où on enregistre en tout cas. Euh, Qu'est-ce qui s'y passe dans ces retraites, justement? Qu'est-ce qui s'y passe? Alors, les gens, ils pensent que dans le désert, il n'y a rien, et en fait, il y a énormément. Et je dis aujourd'hui, c'est un voyage de luxe de partir dans le désert parce qu'on a le luxe de retrouver qu'est-ce que c'est d'avoir le temps. Le luxe de ne pas devoir répondre dans la minute à quelqu'un qui envoie un mail, à quelqu'un qui appelle. On n'a pas de téléphone, on n'a pas de réseau, on n'a pas de connexion. Et cette grande déconnexion ben, permet une reconnexion à soi et à aller dans qu'est-ce que je sens, de quoi j'ai besoin et de pouvoir finalement laisser de la place à notre âme pour alors je dis l'âme, mais on pourrait dire une psyché profonde, on pourrait dire notre inconscient, on pourrait dire d'autres mots. Moi, j'aime bien l'âme. Et c'est comme si on allait là pour écouter notre âme, écouter nos profondeurs, et puis on les partage avec d'autres humains qu'on n'a pas forcément choisi pour faire ce voyage. Et on voit que dans un groupe de voyageurs, ben, chacun va être aussi en résonance, en reflet, va apporter son petit écho de vie et puis ça va nous permettre de cheminer. Donc on y trouve le silence, mais aussi beaucoup le lien, la beauté, l'immensité, notre humilité, tu
tu sais, il y a beaucoup de stages de développement personnel où on parle de retrouver sa puissance, d'être puissant, et là. Et en fait, dans le désert, on va à la découverte de notre impuissance parce qu'on est au milieu de nulle part, on ne sait pas où on est, on ne sait pas par où aller, donc on doit compter sur les berbères qui nous guident pour nous montrer le chemin. On doit apprendre à demander de l'aide quand on n'a pas le téléphone ou Google pour nous expliquer quel est le prochain truc. Et donc, je dirais, on retrouve du lien à soi, aux autres et à la nature. Et par exemple, quand on dort sous les étoiles et qu'on voit ben, ce ciel magnifique qu'on voit plus tellement il y a de lumière partout dans nos villes et même dans nos villages, on a l'impression tout au long de la nuit, parce qu'on a beaucoup de réveils plus réguliers, parce que notre rythme de sommeil là aussi se réaccorde et tout d'un coup on se rend compte qu'on dort des petits bouts d'heure, enfin des petits bouts de nuit et pas toute une nuit. Et on a cette impression que le ciel tourne parce qu'on voit vraiment le mouvement du ciel, des étoiles qui bougent. Alors bien sûr c'est nous qui tournons, mais ça donne cette, comme ça. Et du coup, ça remet des perspectives autres. Est-ce que c'est moi qui tourne ou est-ce que c'est le ciel? Puis déjà, c'est une invitation à regarder les choses autrement. Et moi, je joue avec tout ça. C'est le désert, le grand maître, mais c'est comment lire le désert, comment jouer avec ce qui nous apporte à regarder et de faire des propositions pour les gens pour faire leur chemin. À t'écouter, j'ai l'impression qu'il y a une énorme dose de libre arbitre, de lâcher prise dans ces voyages, en fait. Oui, ben lâcher prise, s'en remettre dans les bras de la vie, tu vois. Souvent, le lâcher prise, c'est les contrôlants qui disent ça. C'est super dur. Alors, moi, je suis bien contrôlante sur plein de domaines. Et donc, je dirais, oui, ça m'aide à ça. On part quand on part, on marche en fonction de ce que la météo nous permet. On fait avec le groupe tel qu'il est au moment où il est. Et donc, c'est très difficile de dire aux gens ce qui va se passer lundi, mardi, parce que, en fait, on n'en sait rien. Et il y a beaucoup de questions que le mental a auxquelles le mental a envie d'avoir des réponses et où on dit bah, lâche avec ça parce qu'on ne sait pas. Et la vraie question, on ne sait pas quand est-ce qu'on mange ou combien de kilomètres on marche, c'est est-ce que ton corps est encore suffisamment vaillant et en énergie pour marcher plus ou est-ce que tu as réellement faim? Et en fait, c'est de sortir de toutes ces idées parce qu'il y a des gens qui arrivent en disant ah, moi, si j'ai pas mes 6 heures ou 8 heures de sommeil, si j'ai pas mes 6 heures de sommeil, je vais pas bien. Et en fait, comme ils savent plus combien de temps ils dorment, qu'ils aient 4 heures ou 8 heures, c'est la question, c'est, tiens, est-ce que tu vas bien ce matin ou pas? De quoi as-tu besoin pour aller mieux? Et ça, je vois dans mes formations en communication aussi que mettre des mots réels sur nos besoins, c'est une des choses les plus difficiles. On apporte des réponses. J'ai besoin que tu rentres à 8 heures tous les soirs. Mais ça, c'est pas un besoin. Le besoin, il est derrière ça. C'est j'ai besoin de plus de connexion avec toi, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de me sentir en lien. Et la réponse que j'ai trouvée à ça, c'est que tu rentres tous les soirs à 8 heures. Mais c'est pas un réel besoin. Et voilà. Et souvent, on exprime des réponses qui nous conviennent et qui ne sont pas liées aux besoins. Et quand on touche aux besoins, on voit qu'on a beaucoup de réponses possibles pour répondre à un besoin. Donc ça enrichit le lien aussi. Au top, au top, au top. Donc du coup, on va maintenant parler de ton livre. On va rentrer directement dans le vif du sujet en commençant par la question, à quoi ça sert un rituel? Hmm. Mais je dirais ça sert à marquer un passage, à nous aider à passer d'une étape à une autre, d'un état à un autre. Et le fait de ritualiser, que ce soit un rite de passage, donc une fois sur un événement ou un rituel qui va se reproduire régulièrement sur un même thème, mais c'est une manière de rendre le moment sacré, c'est-à-dire de le sortir un peu du quotidien et du roulis. Et c'est aussi à quoi ça sert? Ça sert à parler à la fois à notre conscience et à notre inconscience, mais je préférerais dire notre grande conscience, tu vois, parce qu'on dit inconscient, Hmm. ça peut être péjoratif, mais on pourrait dire notre grande conscience, c'est-à-dire la part de nous qui est peut-être indicible, qui sent, qui sait, puis ça va parler à tous nos sens, à toutes nos cellules, plutôt que juste à notre mental. D'accord, ok. Ouais, c'est vraiment une transition, comme tu dis, d'un état d'être à un autre, quoi.
Oui, et puis d'accepter, d'accueillir, parce Mm. il y a le mouvement de la vie qui va nous faire passer, ben, et alors c'est dans le livre, de l'enfance à de l'adolescence à l'âge adulte, de l'âge adulte à l'âge mûr, de l'âge mûr à la retraite, de la retraite à la mort. Enfin voilà, je fais un raccourci très, très vif. Et donc ça, c'est la ligne du temps par laquelle on passe tous. Et on y passe tous, mais on n'est pas égaux sur comment on aborde les choses. Pour certains, c'est très douloureux encore d'avoir quitté la jeunesse, l'insouciance, le temps des études. Pour d'autres, c'est pas facile de passer. Voilà, par exemple, si je prends la ménopause, c'est pas forcément facile pour toutes les femmes. Et en fait, la pratique rituelle dans des passages de vie comme ça va vraiment permettre de s'arrêter pour regarder le chemin parcouru, honorer ce qui a été, pleurer s'il faut pleurer, et pour nettoyer son cœur et s'ouvrir à l'inconnu de ce qui vient, mais en étant les bras ouverts et pas le regard dans le rétroviseur. Parce que si je regarde toujours dans c'était mieux avant, mais je vais pas profiter de l'instant présent ni m'ouvrir à ce qui va venir. Ça me fait rire ton image du rétroviseur. J'avais entendu une phrase il y a assez longtemps, c'est que le futur est plus important que le passé. C'est pas pour rien que le pare-brise est plus gros que le rétroviseur dans une voiture. Ça, c'est Donc magnifique. Bah, ça tu m'a fait vois, penser à ça. j'adore les métaphores, j'adore les images comme ça, et ça permet. Et en fait, c'est ça, un rituel ou un rite de passage, c'est quelque chose de très métaphorique qui va faire qu'on le retient et qu'on en tire aussi un enseignement. Et rien que quand tu le nommes comme ça, ben, on pourrait composer quelque chose aussi là-dessus, tu vois, voilà, Bah, tu vois. partir avec des éléments très tangibles. Ouais, j'aime bien, c'est très parlant en fait, c'est clair et c'est compréhensible pour tout le monde. Tu dis, notre vie entière est ainsi une succession de cycles de vie, mort, renaissance. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Oui. Alors dans le livre, je suis partie de l'idée que le premier grand rite de passage, c'est le temps de notre gestation et de notre naissance. Enfin, le moment du passage, c'est la naissance, mais je repars de ce temps de gestation. Alors, je m'en souviens pas évidemment tel quel, mais je peux imaginer que j'ai grandi dans le ventre d'une mère, que j'étais toute petite, et que tout un temps, j'avais de l'espace de l'espace, de la sécurité, de la chaleur, de la nourriture, enfin tout ce qu'il faut pour être bien dans cet espace, pour pouvoir m'y développer, m'y épanouir, grandir et devenir cet être prêt à naître. Et ce prêt à naître arrive au moment où cet espace chaleureux, sécurisant, nourrissant, devient trop étroit, devient trop serré, et qui fait que ben, je peux plus grandir, je peux plus m'épanouir dedans. Et en gros, s'il se passe pas quelque chose, je vais étouffer, je vais crever, je vais mourir. Et la décision de naître de l'enfant, et ça, il y a plein d'études là-dessus, montre que quand je dis la décision, c'est vraiment qu'à un moment donné, le système hormonal s'enclenche chez la femme pour mettre le travail de la naissance, de l'accouchement en marche, et qu'il y a cette ambivalence entre j'aime tellement là où j'étais et merci pour tout ce qui s'est passé, mais en fait, si je reste, je tiens pas, et toi non plus d'ailleurs. Et donc, il y a ce chemin pour naître. Et ce chemin pour naître à travers des contractions, à travers ce temps, on peut imaginer, hein, l'enfant, il met plein d'énergie, il avance, et puis hop, il est réaspiré en arrière, il recule, il est réaspiré en arrière, et puis finalement, il s'en va dans l'inconnu. Et il trouve autre chose, il trouve le regard d'une mère, les bras d'un père, et puis il va avoir une maison de famille dans lequel, dans les meilleurs des cas, il va pouvoir grandir et s'épanouir dans un espace chaleureux, nourrissant, sécurisant. Sauf qu'à l'adolescence, ben, cet espace nourrissant, chaleureux et sécurisant devient exactement l'endroit qui est trop étroit, étouffant, asphyxiant, avec tout ce qu'on connaît de la crise d'adolescence et des parents qui vivent ça aussi, il faut que l'enfant en sorte. Et en fait, c'est une reproduction
de la naissance. Et si on va plus loin dans cette idée-là, ben on va voir que le premier appartement, quand on rentre dedans, ben c'est super, c'est mon nid, c'est mon cocon, c'est ma liberté, c'est mon chez-moi, et sans doute c'est un petit flat ou un appartement, une chambre, enfin voilà. Et puis la vie va faire que je rencontre quelqu'un, que j'ai un projet plus grand, un projet de famille, une chambre, deux chambres, trois chambres, et que c'est pas possible de le tenir dans un flat, je sais pas si on dit ça chez vous, mais un micro, un studio, voilà, un Un micro studio, ouais, appartement. voilà. Oui, je traduis. Et que, à un moment, voilà. Et pourtant, même si le projet d'aller habiter avec son partenaire, sa partenaire pour faire des enfants, tout ça est magnifique, l'endroit de oui, mais c'était ma liberté, c'était mon lieu, c'était mon chez-moi, il peut y avoir, il y a un deuil, quoi, qui fait ça, ce sera plus jamais. Ce sera plus jamais comme ça. Et c'est super chouette ce qui m'arrive, mais en même temps, je vais quand même perdre un petit peu quelque chose. Je vais sans doute perdre le fait de pouvoir être en silence si je veux être en silence, de laisser traîner mes chaussettes, de faire ce que je veux quand je veux. Enfin, voilà, il y a chaque fois, dans les grands moments comme ça, il y a chaque fois une perte et une découverte. Et le rituel, il va permettre d'accepter, d'accueillir ce moment de la perte et de la découverte. C'est pour ça que je dis, on passe notre temps à mourir et à renaître parce qu'on meurt à l'ancien avec ces temps de contraction, hein. Est-ce que je quitte? Est-ce que je reste? Et tu peux mettre ça sur un travail, par exemple, un premier travail, ben c'est super, j'ai un premier travail et l'équipe est chouette et je me sens soutenue par mon boss et tout. Et puis au bout de quelques années, ça va faire, mais j'en ai marre de faire la même chose tout le temps et puis j'en ai marre d'être surveillée et chapeautée. Donc si on n'a pas eu le contexte suffisant dans une maison, un travail, un couple, pour pouvoir grandir, et donc dans les couples, il faut pouvoir grandir avec son partenaire pour réouvrir l'espace plus grand parce que ça ne se tient pas dans l'espace qu'on a créé au début. Et voilà, et les couples peuvent vivre aussi des rites de passage en disant, ben, on a eu une vie, on a vécu d'une manière pendant quelques années, on va ritualiser ce temps-là pour lui dire au revoir, pour lui dire adieu, merci à tout ce qu'on a eu, et on ouvre ensemble ou séparément, mais on ouvre sur un nouveau projet de vie qui va nous permettre. Et quand on regarde la nature, bah, c'est que ça en fait, c'est que juste une histoire de, on a la fleur, on a la graine, et puis la graine se replante, et puis on dirait qu'il n'y a plus rien pendant l'hiver, et puis tout d'un coup ça repousse. Et c'est ce mouvement-là, quoi. Donc voilà pourquoi je dis notre vie est une succession de morts et de renaissances. Et je me dis qu'on est dans une société qui aime pas beaucoup la mort et que ça fait attention, n'en parle pas de malheur, comme si on allait la provoquer. Et en fait, je me dis, j'espère me dire que si on apprend à mourir bien à toutes ces phases de vie, peut-être qu'au moment du grand passage, ce dernier grand rite de passage qui va nous faire quitter cette vie, eh bien, on pourra peut-être juste dire adieu et merci et partir en souriant plutôt que en regret, en frustration, en désolation. Voilà. Bah, c'est très beau et justement, je trouve ça très parlant quand tu me parlais des appartements, par exemple, effectivement, parce que moi-même, j'ai vécu cette chose-là. Quand j'ai dû quitter ma première maison, j'étais bien quand même, effectivement. Bah, là, un enfant, deux enfants, effectivement, on n'est plus, enfin, c'était pas possible de faire des enfants là-dedans. Il Mm. n'y avait qu'une seule chambre, donc voilà, je te laisse imaginer. Et oui, tu te dis, effectivement, j'ai plein de souvenirs à cet endroit-là qui resteront gravés à tout jamais, mais j'y retournerai jamais. Et oui, ce moment, c'est frustrant. Puis après, tu te dis, bon, bah, la vie continue et on tourne une nouvelle page et vivement la suite, quoi. Et tu vois, quand tu le dis comme ça, on voit bien comment c'est le mental. Ah, j'ai de l'émotion, il y a les souvenirs, ça c'est dans le cœur. Et puis tu te dis, la tête, ah bah allez hop, de l'avant. Et donc le rituel, je dirais, il va créer un espace pour laisser parler le cœur et que la tête soit pas dans un devoir de allez hop, on y va, mais que ça coule plus facilement et puis de nous permettre de faire que les souvenirs ils restent pas dans des lieux ni dans des relations, mais qui Mhm. restent à l'intérieur de nous parce que la réalité, c'est que c'est nous notre maison en fait, hein, C'est ça, oui. c'est avec nous qu'on s'en va. Et je me dis que des souvenirs, on peut en créer ailleurs. C'est pas figé à un endroit, comme tu dis. Mm. Euh, Tu nous parles de la métaphore, tu utilises des tailleurs de pierre, bâtisseurs de cathédrales.
Est-ce que tu peux en parler, s'il te plaît? Alors, tu me prends au dépourvu parce que je me dis, tiens, à quel moment j'ai parlé de ça dans le livre. En tout cas, je pense que c'est sur la manière d'aborder les choses. C'est-à-dire que ça part de l'idée qu'un événement en soi est neutre par nature et que c'est la charge émotionnelle ou l'histoire qu'on se raconte sur ce qui nous arrive qui va changer la donne. Et dans la petite allégorie des bâtisseurs de cathédrales, donc on est à ce temps-là, et puis il y a un visiteur qui vient visiter le chantier et il observe que ceux qui travaillent vraiment pas dans la même énergie. Il y en a un qui est accablé, qui taille des pierres, qui soupire, qui essaye de prendre une pause dès qu'il peut, enfin voilà, c'est tout a l'air fastidieux. Il y en a un autre où il observe que c'est assez mécanique et neutre la manière dont il travaille. Et puis il y en a un troisième, il siffle et il chante, et pourtant ils font tous les trois le même travail de tailler les pierres. Et quand il va se renseigner auprès de chacun, ben, le premier, il explique qu'il purge une peine et que c'est sa punition, et que de toute façon il n'a pas de chance, et qu'il n'est pas né dans une bonne famille, et que sa vie est vraiment juste un enfer. Le deuxième, il explique que bah, c'est juste un travail et que de toute façon, ce qu'il a besoin, il fait ça pour avoir une paye à la fin du mois, pour pouvoir payer sa maison, subvenir aux frais de sa famille. Et le troisième qui chante et qui sourit et qui est allègre, et il lui demande, mais vous faites quoi là? Il dit, moi, monsieur, mais moi, je bâtis une cathédrale. Et c'est-à-dire qu'il a la vision de ce à quoi il contribue, c'est-à-dire qu'il a du sens et il œuvre pour quelque chose de plus grand que lui, dont il ne verra sans doute même pas l'aboutissement, mais il y met tout son cœur. Et c'est vraiment cette notion que tout ce qui nous arrive, mais notre travail, la manière dont on aborde la relation avec nos enfants, le couple, mais on peut avoir des personnes comme ça qui vont faire, ben, je reste dans mon couple parce que ben, on s'est marié, on n'a pas le choix, on avait 18 ans, on n'a rien en commun, mais on reste ensemble parce que ça ne se fait pas. Ce serait le premier. Le deuxième, ah, on reste ensemble parce que c'est mieux pour les enfants et parce que financièrement c'est mieux et parce que qu'est-ce qu'en penseraient les autres? Enfin voilà, il y a vraiment ce truc automatique. Là où le troisième couple, il dirait, mais nous, monsieur, mais nous, on incarne l'amour, on cherche, on œuvre pour que l'amour reste vivant en nous. Voilà. Et donc ça montre bien que c'est pas ce qu'on vit qui est déterminant, mais c'est la manière dont on vit ce qui nous arrive. Et là, on retrouve du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de l'auteur, de l'écrivain, du créateur, d'écrire une nouvelle histoire ou une histoire qui nous fait du bien. Et je dis, mais comment, quand j'ai une histoire difficile qui m'arrive, et j'en ai eu pas mal dans ma vie, donc voilà, je parle pas non plus dans le vide comme une théoricienne de développement personnel, mais qui dit, mais comment je vais faire pour faire de ce passage-là une belle histoire, en fait. Et ça, en tout cas, c'est une phrase qui m'a beaucoup aidée, moi, dans mon chemin, quand j'ai rencontré le deuil de l'être aimé, la perte de l'être aimé et d'autres deuils. Mais voilà, comment est-ce que je fais de ce drame de ma vie une très belle histoire? D'accord. C'est très parlant, encore une fois. Euh, Tu nous différencies trois types de rituels. Est-ce que tu peux les nommer ici, s'il te plaît? Ah, j'adore, tu m'interroges comme si je l'avais encore sous les yeux. Alors, j'en profite parce que je sais que toi, on est en podcast, mais peut-être que le podcast, il est enregistré. Il est Il y aura là, juste ok. l'audio de toute façon. Alors, trois types de rituels. Il y a des rituels de célébration. Comme toi, tu les as sûrement notés, tu me récupères si je Non, suis pas avec non, les bonnes non, non, même réponses. pas. Moi, Parce qu'il y a beaucoup de rituels thématiques, donc il y a plein de types de rituels, mais je dirais, il y a des rituels de célébration où on va célébrer un bout de chemin parcouru. Un anniversaire est un rituel de célébration, mais c'est un peu surfait. Parfois, on fait, ah, c'est mon anniversaire, il faut que je fasse quelque chose. Moi, je préfère célébrer des apprentissages de la vie ou des grandes étapes
Et donc de ritualiser la célébration de l'apprentissage de la lecture, de l'apprentissage ouais, d'une nouvelle compétence, de tout ça en fait. Je trouve, waouh, je suis devenue plus grand en fait parce que j'ai appris ou j'ai plus de compétences. Mais on peut célébrer quand même les anniversaires, le 1 an de mariage, le 10 ans de vie commune, des choses comme ça. Et puis, il y a des rituels de guérison. Alors, les rituels de guérison, eux, ils visent vraiment à accompagner une douleur et je dirais la perte. Par exemple, une femme qui a vécu un cancer et qui a eu une ablation du sein ou de l'utérus. Ben, c'est des espaces qui sont vraiment abîmés et dans le corps et dans l'émotionnel et dans la psyché. Et donc, quand on va ritualiser et permettre à la personne qui a vécu ça, et j'ai envie de dire d'ailleurs, parce que je pense à une femme en particulier, c'est pas toujours dans le moment. Tu vois, on peut avoir une opération, l'ablation, puis on peut faire un rituel 20 ans plus tard parce que il y a de l'énergie qui est encore bloquée dans l'acceptation de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et que 20 ans plus tard, ben, ça fait le travail d'acceptation et d'embellir le corps. Et peut-être on va permettre à la personne de parler de sa douleur et on va lui permettre, et peut-être qu'on va mettre des fleurs à la place de là où il y avait un sein ou faire un dessin. Ou en tout cas, tu sais, ça dépend toujours de qui va être là pour accompagner et de qu'est-ce qui fait sens pour la personne. Donc, je ne veux pas te donner trop d'idées comme ça parce que ça se travaille vraiment. Ces rites-là, ces rites de guérison, ils se travaillent vraiment pour une personne en particulier, dans un contexte en particulier. Et d'avoir les codes et les symboles qui vont faire sens pour elle. Mais j'en ai accompagné beaucoup là-dessus, sur des pertes d'organes féminins ou sur ou sur un membre qui n'est plus fonctionnel ou des choses comme ça. Et on va jamais remplacer l'organe, on va pas guérir au sens physique du terme, mais on va guérir au sens émotionnel du terme. Donc vraiment accompagner l'acceptation totale de ce qui se passe et c'est très beau. Et puis il y a des rites, des rituels d'initiation pour initier quelque chose de nouveau. Donc, par exemple, les rites de passage de l'enfance à l'adolescence, enfin, tous ces rites d'âge vont être des rites initiatiques où il y a une invitation à initier quelque chose de nouveau, à faire autrement que ce qu'on connaît. Et là aussi, on continue à s'élargir, je dirais, à grandir. Au top, au top, au top. Euh, J'aimerais maintenant t'entendre sur les éléments de base pour le rituel. J'entends par là pour qui et pourquoi. Les éléments de base d'un rituel, je dirais pour qui? Alors, soit pour une personne individuellement, et on prépare un rite, soit pour soi-même déjà, mais soit en groupe. Il y a des rites, des rites collectifs, des rites de saison, ou même des rites de passage dans une communauté. On va prendre tous les enfants de 10 ans, ou on va prendre toutes les femmes qui vivent leurs premières règles, etc. Donc, on peut vraiment le faire de plusieurs manières. Euh, il y a un chemin à suivre, c'est-à-dire qu'il y a un temps qu'on va appeler, c'est comme des portes, l'ouverture, le cœur du rituel et puis la clôture, la complétion. Et on pourrait dire c'est le temps d'avant, le temps de transformation qui est le rite de passage et le temps d'après qui est la plongée dans le nouveau. Et puis ça fait un creux. Souvent, on va écrire. Le début, on le connaît. L'espace de transformation, c'est une surprise pour la personne qui le vit parce que là, dans l'instant, il y a des choses qui se passent qu'on n'a pas pu prévoir, qu'on n'a pas pu écrire. Et parce que la personne parle, parce qu'il y a de l'émotion, parce qu'il y a une colombe qui passe, parce qu'il y a un arbre qui est éminemment présent, parce que tout d'un coup, il y a une émotion qui sort. Et donc, c'est d'accompagner ce qui vient. Et puis l'ouverture vers le devenir, on peut mettre de l'intention, on peut mettre de l'attention, on peut symboliser, mais il y a aussi c'est avec tout ce qui s'est passé dans l'espace de transformation qu'on va trouver la manière la plus juste de clôturer et de fermer. Alors dans les éléments, on va pouvoir dire aussi qu'on peut utiliser, comment est-ce qu'on peut s'adresser à tous nos sens et pas
que à la compréhension. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je goûte? Qu'est-ce que j'entends? Donc il y a tout un travail avec les musiques, les bruits, mais tu vois, c'est là aussi que je dis il faut s'adapter à la personne. Ça sert à rien d'emmener une personne sur un style musical qu'elle déteste. Donc il y a tout un travail de rencontre. Mais une musique, du coup, va incarner, va intégrer tout ce qui se passe. Et puis chaque fois que la personne réentendra cette musique, ça va comme réactiver tout ce qui s'est passé pour elle dans ce temps de rituel. Pareil pour un aliment qui va peut-être venir compléter. Donc on essaye de travailler avec nos sens ouverts parce que notre corps et nos sens vont avoir une autre capacité de compréhension et d'intégration que l'histoire que notre mental peut se raconter. C'est au contraire, je dirais, le mental, il resynthétise tout ça après, quand il a compris. Donc, je dirais, il y a le décor, il y a le lieu, il y a la manière, mais tu vois, c'est difficile de généraliser parce qu'on peut faire un petit rituel qui est spontané, qui s'invente au détour d'une balade parce que tout d'un coup, il y a un lieu qui est propice où ça vient dans la conversation, ou bien vraiment le préparer en amont. Et alors là, je trouve ça important de choisir le lieu. Et je vois que quand on a préparé un espace, quand on a préparé un décor et que la personne, elle va se sentir déjà accueilli, honoré, en sécurité, quelque chose va se passer. Et j'ai vu des pratiques rituelles où on utilise des ingrédients, mais à la rouf-rouf, comme je dis, tu vois, ouais, un pot en plastique qui est supposé faire un chaudron, une bougie moche qui est supposée faire la chandelle, et on donne un bout de papier déchiré d'un cahier pour écrire vite vite un truc. Moi, je m'y suis pas retrouvée, ça, mais voilà, je suis très exigeante aussi sur la qualité de comment tout ça va nous parler. D'accord. Oui, parce que ça peut être aussi comme tu dis, on peut prendre un verre pour un chaudron. C'est la symbolique, en fait, que ça va apporter, quoi. Oui, mais quand même, il y a un langage qui fait que, il faut pas que le raccourci soit trop court, et Mhm. puis surtout, il faut pas que ce soit trop dans le quotidien. C'est-à-dire que si tu veux marquer une expérience, ben, c'est le choix de tout ce qu'on va utiliser va déjà nous amener on n'est pas dans notre réalité du quotidien. Et donc, c'est aussi de mettre de la beauté, tu vois, c'est de mettre de la beauté et du sens dans tout ce qu'on fait. Et en tout cas, je sais que les gens avec qui je travaille souvent viennent souligner ça en disant, mais tu mets de la beauté partout, toi du sens, et j'aime ça en fait. Et pour autant, je reste très très simple, tu vois. Ouais. Je dépense pas plein d'argent pour avoir du matériel, des décors et tout. Je crée avec ce qui se passe, mais avec une attention propice pour que ce soit beau. Yes. Euh, alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a toutes sortes d'occasions pour mettre en place un rituel. Le départ à la maison, le passage d'une période de vie à une autre, ou même l'obtention du permis. Est-ce que toi, tu peux nous parler de celui que tu aimes le plus, que tu as cité dans cette question ou pas, ou que tu aimes, peut-être un que tu n'as pas pensé à mettre dans le livre et que t'as pensé après, peut-être? Alors, j'aime bien ta question parce que je pense à des lectrices qui m'ont fait le retour suivant. Donc, c'est des personnes d'un certain âge et qui m'ont dit, tu sais, moi, j'ai commencé ton livre à l'endroit de ce qui me concerne encore. C'est-à-dire qu'il y a plein de passages que j'ai déjà fait dans ma vie. Par contre, j'ai été lire le passage à l'âge mûr et la fin de vie, enfin, ou le passage à l'âge mûr et l'autre est la fin de vie. Et puis, j'ai tellement aimé ce que j'ai lu que je me suis imaginé que mes enfants allaient faire ça ou que je pouvais faire ça pour moi. Et alors, j'ai lu le reste aussi en me disant, tiens, ça peut toujours servir à comment moi j'accompagne. Et en fait, donc le livre, il a été vraiment créé pour ça, pas pour que les gens appliquent ce qu'il y a dedans, mais pour qu'ils soient inspirés et que quand ils lisent un truc, ils fassent, ah, ça m'inspire. Et donc tout ça pour arriver à ta question où je me dis, bah, je dirais les rites que je préfère, c'est ceux que je suis en train de vivre en ce moment.
Même si la fin de vie, en accompagnant mon mari, celui-là, bah, j'en ai déjà traversé, puis ça m'a inspiré d'une autre manière, mais j'espère que j'y suis pas encore moins pour moi. Et donc, actuellement, je suis plus avec les rituels de quand les enfants quittent le nid, parce que j'ai trois enfants et qui sont tous les trois en lancement dans leur vie, donc ils sont pas encore tout à fait autonomes, mais ils sont vraiment bien dans leur vie. Et donc, je dirais, c'est là que je suis touchée en ce moment. Donc, le rituel de, tiens, qu'est-ce que je fais de ma maison pour ne pas être dans, ah, juste, ils sont pas là et les chambres sont encore comme ça et elles sont vides. Comment est-ce que je remets une autre vie, une autre dynamique dans la maison? Comment est-ce qu'on utilise l'espace? Et puis, comment est-ce que je les accompagne? Là, la dernière vient d'être majeure aussi, donc il y a un rituel sur la majorité et comment on peut accompagner ce moment-là. Et, euh, et puis, il y en a un que j'aime le titre, en fait, parce qu'il s'appelle Le rituel du poulet du dimanche. Alors, tout le monde me fait, ben, non, c'est bon, ouais. Et en fait, il faut lire, évidemment, le chapitre, parce que l'idée, c'est ça, c'est que de nombreuses familles ont ce rituel du poulet du dimanche. Et de voir, bon, ben moi, ça me parle pas du tout de faire un repas familial le dimanche, ça me parle pas du tout de manger à midi, ça me parle pas forcément le poulet, je suis végétarienne, enfin bref, il y a plein de trucs qui me parlent pas. Mais l'idée de comment est-ce que je réunis et que je rassemble ma famille à intervalles réguliers, qu'est-ce que j'ai envie de créer comme moment avec eux, alors qu'on n'habite plus sous le même toit, ça me parle en ce moment et ça me questionne. Donc je dirais le rituel que je préfère, c'est ceux que je suis en train de vivre, c'est ceux que je suis en train d'inventer pour m'accompagner moi-même dans mon chemin d'acceptation et de transformation. Euh, Vient le dernier grand rite de passage qui nous attend tous, c'est la mort. Alors, je sais que c'est un sujet qui est un peu délicat. Après, ici, il y a aucun tabou, mais est-ce que tu peux donner ton point de vue, s'il te plaît, dessus? Ça me touche que ce soit un sujet un peu tabou et délicat. Et je vois que chaque fois que j'aborde ce sujet-là, souvent il y a un peu de la résistance. Et puis même moi, je peux voir ça chez moi, que des fois je fais, qu'est-ce que je voudrais pour mon enterrement? Et ah oui, mais c'est pas encore maintenant. Enfin voilà, il y a ce double mouvement à la fois. Et pourtant, c'est vraiment le point commun de tous les humains. Si on a une certitude d'un truc qu'on va partager, c'est on est né et on va mourir. Entre les deux, chacun a des expériences différentes. Et, j'aime cette idée ben, déjà d'acceptation et ça invite la conscience de la mort invite aussi à vivre sa vie pleinement parce que sinon on repousse en repoussant l'idée, on fait bon mais c'est pas grave, je ferai ça dans 10 ans. Et moi j'ai vécu une très grande histoire d'amour avec un homme qui me disait allez, encore 8 ans de travail à ce rythme-là et après je pourrais un peu lâcher le pied, la maison sera payée, je sais pas quoi. Enfin, voilà. Sauf il est mort 2 ans après m'avoir dit encore 8 ans. Donc il est jamais arrivé au bout de ce temps. Et ça, bah, ça m'a appris en fait en me disant je peux mourir demain. Il avait 49 ans, hein, donc Ouais, c'est jeune. c'était jeune quoi. C'était pas, ça devait pas à ce moment-là. Et, euh, et donc, plus on va être en accord avec notre finitude, notre mourance, notre mourir, ben, peut-être plus on va investir la vie. Et tu vois, je suis en train de lire ce magnifique livre de Bronnie Ware, ce qui dit Les 5 regrets des personnes en fin de vie. Et c'est très inspirant aussi parce que ça invite à faire comment est-ce que je vais vivre ma vie pour ne pas avoir de regrets au seuil de la mort. Et parmi ces regrets, il y a j'ai vécu une vie que les autres voulaient pour moi, mais pas vraiment ce que j'étais. J'ai trop travaillé, j'ai laissé des situations conflictuelles en suspens. Et là, je pars. Quand on a la conscience de mourir, parce que certains arrivent à dire adieu et merci, et puis d'autres ont un accident et la mort les surprend et c'est pas, il y a pas le temps du au revoir. Donc, ce que j'ai envie d'en dire, c'est vraiment remettons la mort au centre de la vie
Et quand on a des enterrements dans les familles, ben oui, on emmène les petits et les enfants et puis on fait attention à son vocabulaire parce que quand on dit il est parti ou il s'est endormi pour longtemps, l'enfant il peut pas se construire avec ça parce qu'il est parti et on le reverra plus jamais. Ça veut dire que le jour où papa et maman divorcent et qu'on dit papa ou maman est parti, il va faire une collusion sur mais alors il reviendra jamais. Enfin, tu vois, il y a des peurs qui Mm. s'inscrivent comme ça parce qu'on n'utilise pas les mots, on contourne ou on n'aborde pas le sujet. Et puis on dit on va pas emmener les petits à l'enterrement parce qu'ils comprennent pas ou qu'ils sont trop jeunes ou que c'est trop triste ou pour plein de raisons. Et bien sûr, on veut les protéger, mais en attendant, on leur apprend pas la mort. Et donc, je pense que heureusement qu'ils apprennent déjà la mort avec un canari, un chien, un chat, parce qu'il y a tout ce chemin du deuil et surtout de pas aller racheter un chien dans l'après-midi même, quoi. C'est vraiment d'accepter le temps du deuil et qu'on se cicatrise. Et ça, et comment c'est Christophe Fauré qui dit ça, qui dit de toute façon, on se cicatrise naturellement, c'est comme une blessure sur le corps. On cicatrise naturellement, mais on peut cicatriser avec de l'infection si on laisse Mm. vraiment le naturel. Alors que si on nettoie la plaie, on change le pansement, qu'on met de la crème cicatrisante et des choses comme ça, le corps, il va se remettre autrement, il va mieux cicatriser. Et ben pour l'âme, c'est pareil. C'est on peut laisser faire. Et donc les gens qui font non, non, j'en parle pas, je me noie dans le travail, c'est passé, c'est fini. Enfin, tu vois, qui ont cette capacité à ne pas regarder, à ne pas traverser le deuil. Ben, ça va rendre peut-être des cicatrices plus douloureuses là où en vivant le chemin du deuil. C'est pour ça, bon, je reviens sur ce que j'ai dit, mais je me dis, ben, plus on va apprendre à faire le deuil de petites choses qui sont moins engageantes, peut-être plus au mieux on acceptera le grand rite de passage. Et de nouveau, quelle est l'histoire que je me raconte là-dessus? Est-ce que quand je meurs, il se passe plus rien? Ou est-ce que quand je meurs, je retrouve l'espace de Dieu? Ou est-ce que quand je meurs, je me réincarne? Enfin, en fonction de l'histoire qu'on va mettre, le mourir va être plus ou moins facile aussi ou pas. C'est ça. Moi, bon, je suis croyant, bien sûr. Je pense que la mort n'est pas la fin, mais je respecte les gens qui pensent qu'il n'y a plus rien, parce que personnellement, j'aurais peur de me dire, bah, c'est l'éternité et dans le noir complet et plus rien. On laisse juste des traces qui dans 100 ans, 200 ans, ce sera plus que des souvenirs et au fur et à Mm, mesure, on n'en parlera même plus. Mais j'aime cette idée on continue notre chemin. Après, mm. oui, c'est une nouvelle vie qui arrive, mais on crée d'autres choses, mais on laisse une trace quand même. Tu vois ce que je veux dire? On- Voilà. Il y a plusieurs choses qui me viennent quand je t'entends. J'aime bien cette expression qui dit on est vraiment mort, on est vraiment mort quand plus personne ne se souvient de nous sur la terre. Et c'est ça. Alors, c'est peut-être ça, laisser une trace. Mais on peut laisser une trace et même qu'on les ait oubliés, mais que ce qu'on a induit chez nos enfants et tout Mm. va perdurer. Et puis, ça me fait penser aussi à une légende indienne, enfin une légende, une histoire indienne d'un grand-père qui enseigne à son petit-fils. Et puis, lui, il lui dit, tu vois, notre passage sur Terre est comme le vent. Et c'est juste un souffle, une brise qui passe. Et comme le vent, arrange-toi pour qu'il ne reste aucune trace de ton passage. Et aucune trace, ça veut dire aucune trace négative. C'est une invitation aussi à quand je fais un pique-nique quelque part dans la forêt, je laisse pas de traces, je ramasse mes papiers. Mais quand dans une relation, est-ce que je les complète suffisamment bien pour qu'il n'y ait pas de traces de douleur qui restent ou de colère ou de rancœur qui restent chez une personne? Et tu vois, souvent, l'occidental, il veut laisser une trace et qu'on se souvienne et marquer son temps et avoir écrit un livre, une chanson, créer un monument, je ne sais pas quoi. Et j'aime bien avoir le parallèle avec cette sagesse indienne qui dit, comment est-ce que je fais de ma vie pour ne laisser aucune trace? Qu'un déchet. Ouais, c'est très beau. C'est très, très beau.
Alors moi, il y a l'un des rituels, c'est à la toute fin, justement, on est encore dans le thème du passage au trépas, si je puis dire. C'est le rituel de l'arbre souvenir. J'ai trouvé ça très poétique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît? Mm. Alors, j'ai fait tellement de rituels avec des arbres et des souvenirs que j'espère être sur ce... Bon, en tout cas, ce que ça m'inspire. Alors, il y a en Belgique, il y a un lieu qui s'appelle la forêt de Soleillement et qui s'appelle les arbres du souvenir. Mm. Et l'invitation est une alternative au cimetière. Donc, on ne peut pas aller enterrer les morts dans la forêt, mais on peut en tout cas venir y déposer les cendres, soit dans un espace commun, soit au pied d'un arbre qu'on aura, dont on va être le mécène pour quelques années. Donc, au lieu de payer au cimetière un espace, on va payer un espace dans la forêt pour avoir sur un arbre la petite plaque avec le nom, la date. On peut que planter des fleurs de forêt, c'est-à-dire des choses qui vont venir égayer au pied de l'arbre, mais qui sont en accord avec la forêt. Et ce que j'aime particulièrement dans ce lieu, bah déjà, c'est que c'est un lieu dans la nature et un lieu pour se promener avec une énergie forte. Les arbres, c'est ce qui a l'énergie la plus élevée, je pense, en vibration. Et donc, d'aller rencontrer nos morts ou d'aller dans l'espace du souvenir ou de la tristesse ou du deuil dans un endroit qui vibre énergétiquement très très fort, ça donne une autre expérience que de se balader dans un cimetière. Pourtant, j'adore ça, mais il y a peut-être plus une lourdeur, une histoire. Et Mm. j'ai observé que quand je suis dans un cimetière, je regarde vers la pierre tombale, je regarde vers la terre et tout mon être est déjà accablé et il y a quelque chose de lourd et qui n'a pas de vision. Et quand je vais dans cette forêt cimetière et quand je me promène, ben je regarde où? Je regarde vers le ciel, je regarde la cime des arbres, je regarde la beauté, je respire, alors qu'on dit souvent que nos morts, ils sont au ciel ou dans l'espace invisible au-dessus de nous. Et donc c'est comme tout d'un coup, ça a fait, mais en fait, c'est tellement évident que c'est comme ça qu'on doit pouvoir accompagner nos morts. Et donc, les cotisations de cette forêt, ben, ils servent à l'entretien de cet espace de forêt qui est, voilà, qui est je sais pas, géré par la personne qui porte ce projet. Et avec les arbres, moi j'aime beaucoup ritualiser parce que déjà symboliquement, un arbre, c'est à la fois ancré dans la terre et en connexion avec le ciel. Donc ça nous invite toujours à la verticalité et à nous élever. Et c'est même sur la couverture, c'est déjà un arbre avec des petits rubans. Et Mm. ça vient il y a quelques années, j'habitais à côté d'une forêt et j'allais me balader régulièrement dans cette forêt. Il y a un arbre dans la forêt où il y a plein de rubans. Des rubans de toutes les couleurs, de toutes les matières. Et ce qui est beau, c'est que c'est vraiment un arbre qui centralise tout ça parce que c'est pas sur tous les arbres. Et ça veut dire que quand les gens viennent là, ben, ils déposent une intention, un adieu, un au revoir, une prière, quelque chose pour accompagner leur chemin. Alors, j'ai pas les histoires des gens qui mettent les rubans, mais j'ai vu, pour avoir vu aussi, tu sais, un ruban avec une tétine, je pense que c'est comme ça qu'on dit chez vous, une Oui, tutute, une voilà, tétine, ouais, c'est ça. une tétine. Ben, ça raconte assez rapidement l'histoire Ouais. de, on avait un enfant, il est plus là, et c'est là que j'ai compris aussi que ça faisait, tiens, ben, c'est un arbre qui vient mettre des prières au moment de rupture et de fin. Et le fait de mettre, d'accompagner une prière, et je ne le dis pas dans le sens catholique du terme, je le dis vraiment dans le sens de demander au plus grand que soit, à l'invisible, d'être accompagné d'une manière ou d'une autre, ben, on voit que juste de poser le geste, poser une intention, poser une prière, c'est matérialiser quelque chose qui sinon reste un peu dans notre flou-flou. Et chaque fois qu'on voit le ruban,
ben, on va se souvenir de la prière, mais on va aussi se souvenir de l'intention, de l'accueil qu'on fait à cet événement-là pour nous et ça nous remet comme en chemin. Donc voilà, j'aime beaucoup. Alors ça, c'est l'arbre comme ça, mais après, il y a quelle essence d'arbre et comment chaque arbre va aussi nous raconter quelque chose. Il y a planter un arbre, il y a tellement... enfin voilà, c'est presque la base. Et c'est la seule qui soit comme ça en Belgique, enfin peut-être avec tes connaissances, ou il y en a d'autres qui sont la forêt de Soleilmont, je veux dire. Alors, j'en connais pas d'autres, puis pourtant, je sais que ça existe à d'autres endroits sur la Terre parce que je pense que le projet, il venait déjà d'ailleurs D'accord. et c'est possible qu'il y en ait une deuxième. J'ai pas fait de recherche assez poussée là-dessus, mais par contre, j'ai rencontré la femme qui s'en occupe et j'ai aussi eu à cœur de soutenir son travail et son élan en me disant, bah tiens, j'en parle dans mon livre, puis peut-être ça donne des idées à des personnes qui ont envie voilà, d'accompagner leur mort autrement, mais ça donne peut-être des idées à des personnes Hmm. qui ont envie de mener un projet de cette envergure-là en allant voir la commune, la mairie, enfin des bouts de forêt, il y en a encore, heureusement, sur la Terre, et peut-être que certains peuvent être comme ça des lieux à nous reconnecter à l'invisible et à l'au-delà et à nos morts et à les garder vivants encore un petit bout de temps à l'intérieur de nous. Ouais, c'est un très très beau projet qui, j'espère, se développera un peu partout sur la Terre. Hmm. Euh, il me reste mes deux petites questions rituelles pour finir cette interview. La première, c'est as-tu un message ou un conseil à communiquer? Oui, c'est le et si on faisait quelque chose? Je vois que souvent, quand on accompagne des personnes, nos proches qui vivent un coup dur dans la vie parce que perte de travail, divorce ou relation qui se termine, mort d'un enfant, perte, cancer, etc. Souvent, on a cette petite voix à l'intérieur de nous qui dit, mais il faudrait faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et donc, le message serait d'aller au bout de ce oui, il faut faire quelque chose et souvent c'est pas très compliqué, c'est déjà créer un espace et de pas vouloir sauver la personne ou la détourner ou lui changer les idées, mais plutôt de pouvoir lui donner la main pour l'accompagner exactement dans ce qu'elle traverse en disant je sais pas comment, mais je suis là pour toi et je te propose un petit chemin, un parcours et c'est en tout cas ça le livre, mais vraiment de retrouver une sagesse, de mettre les mots ou d'accompagner, parce que souvent on fait, allez, elle va pas bien, il faut qu'on lui change les idées, on va l'emmener. Et souvent dans les périodes de deuil, bah oui, ça aide un peu, mais c'est pas exactement ça. Donc c'est vraiment d'oser la vulnérabilité et la présence à l'autre, même quand on ne sait pas quoi faire ou qu'on n'est pas spécialiste dans le domaine. Voilà, j'ai envie de dire ça comme message. Et puis, Bah, c'est très bien. Et la deuxième question, c'est as-tu une recommandation culturelle? Ça peut être un livre, un film, un documentaire ou une personne que tu admires et t'aimerais le glisser un mot ici. bah, j'ai envie d'honorer la personne qui m'a vraiment grandement appris et inspiré dans cette pratique rituelle. C'est Paul Lebrun. Qui a ouvert l'école au Québec qui s'appelle Au rite de passage. Alors, Paul n'est plus de ce monde, mais ça a été la rencontre avec elle, ça a vraiment été une maman spirituelle, une maman de cœur. Et j'ai tellement reçu de cette femme, j'ai tellement aimé, je me suis tellement reconnue en elle que c'est une joie de poursuivre le chemin. Elle a écrit deux livres, Quête de vision, quête de sens, et un autre, j'ai pas le titre qui revient, mais c'est quelque chose avec la panthère. Et donc ça, c'est les livres qu'elle a écrits, et je suis tellement touchée que Ghislaine Duboc, qui l'a connue aussi et qui a été une de ses amies,
m'a fait le cadeau de signer la préface de l'ouvrage parce que comme ça, c'est une belle lignée. Et donc, voilà, c'est vraiment cette personne-là que j'ai envie d'honorer pour son travail, pour son école et pour tout ce qu'elle m'a enseigné. Et j'adorais la flamme de vie qu'il y avait dans ses yeux et c'était sa devise, garder la flamme vivante. Alors, voilà. Super. Euh, Moi, j'aimerais bien un petit mot sur ton livre aussi, qui est une vraie mine d'or pour les gens qui cherchent justement à ritualiser toutes ces transitions de vie. Et comme tu le disais tout à l'heure, à la question quel est le rituel que tu préfères toi, tu disais c'est par rapport à la période de vie que tu vis. Alors, effectivement, quand on a l'âge de partir de chez ses parents, on va s'intéresser à ces choses-là. Mais comme le livre, il n'a pas de suite logique, si je puis dire, enfin, de fil rouge, c'est pas une histoire à proprement parler. On peut aller piocher à gauche, à droite, ce qui nous intéresse le plus, retournant en arrière et tout. Et ça, je trouve que c'est une vraie force pour ce livre. Et du coup, je te dis merci parce que c'est un beau trésor que tu donnes au monde et Mm. c'est une super chose. Franchement, félicitations et j'espère que les gens le comprendront à sa juste valeur. C'est très important, je pense. Mais merci, merci pour ton retour. Et c'est vrai que j'aime dire, c'est pas à lire du début à la fin. C'est Mm. un livre compagnon de vie. Et j'aime aussi dire, c'est toujours bien d'en avoir trois de réserve chez soi parce qu'il y a toujours quelqu'un qui traverse un moment de vie et qui sait pas très bien comment aborder les choses. Et là, les retours que j'ai sont vraiment chouettes sur, ah, j'ai lu, ça m'a inspiré, j'ai fait, ça m'a tellement aidé. Donc, ouais, merci vraiment C'est pour top. ce soutien-là aussi. J'aimerais te laisser un petit encart pour ton actualité, si tu en as une. Oui, alors je suis toujours en train de préparer un prochain voyage dans le désert, puisque j'essaye d'en faire deux par an. Il y a des déserts pour les femmes, il y a des déserts pour les couples, et il y a des déserts ouverts à tous en solo, je dirais. Donc ça, c'est toujours dans mon actualité, mais c'est sur mon site, www.carolinevonbibikoff, avec un W à la fin, .com. Ce sera écrit, j'imagine, voilà, en référence. Et alors, dans ma régularité aussi, c'est des stages de communication, de relations, facilitation, imago, rituel d'intelligence relationnelle pour mieux communiquer à deux. Et là, il y a des stages pour les couples et des stages pour les femmes. Et ça aussi, je dirais, c'est de manière régulière. Et c'est vraiment, pour moi, mon plus grand plaisir, c'est le groupe, c'est le cheminement ensemble, c'est les rencontres. Donc, voilà ce qu'il y a pour le moment. Oh, de belles choses à venir. Mm. Bon, bah écoute, c'est vraiment top. Moi, je te remercie du fond du cœur pour l'envoi de ce livre, de faire vivre aussi ce podcast en partageant tout ton savoir. Est-ce que je peux te laisser le mot de la fin? Alors, ça va juste être merci. Je trouve que c'est le plus beau mot. Voilà, merci. Merci. Et puis, merci à toi pour ce podcast. Merci pour les lecteurs qui écoutent. Et merci pour la vie et la bonté et la beauté. Moi, j'ai beaucoup apprécié chez toi, Clément. Tu as une douceur dans la voix, et puis là, les gens, ils t'écouteront, mais moi, je te vois puisqu'on enregistre Mm. aussi en visio. Et il y a beaucoup de bonté et de chaleur dans ce qui émane de toi quand je te vois. Donc, merci pour cette belle qualité d'âme. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Bon, écoute, je te dis à très bientôt et puis je dis au revoir aux éditeurs et vivement le prochain épisode alors. Au revoir. Yallah! Yallah, exactement. Salut.